Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la caractérisation du domaine continental. Nous répondrons aux questions quelles sont les caractéristiques proches du domaine continental et qu'est-ce qui le différencie du domaine océanique. Pour ce faire, nous verrons d'abord la composition de la croûte continentale. Ensuite, nous nous pencherons sur l'épaisseur de la croûte continentale. Nous verrons le modèle de l'isostasie et les indices de l'épaississement. Et ensuite, nous verrons l'âge de la croûte continentale avant de faire une conclusion. On commence avec la composition de la croûte continentale. La croûte est la partie supérieure de la lithosphère et elle est séparée du manteau par la discontinuité de Moe, à peu près 70 km. Elle se compose à 40% de granit, à 55% de gneiss et à 5% de roches sédimentaires. Le granit est une roche magmatique plutonique composée de minéraux propres au domaine continental, à savoir de la biotite, du quartz et du feldspath plagioclase. Le gneiss, quant à lui, est une roche solide issue du métamorphisme du granit et comporte les mêmes éléments et les mêmes minéraux que le granit, en plus du pyroxène. La densité du domaine continental est de 2,7 grammes par centimètre cube pour le granit et pour le domaine océanique de 2,9 grammes par centimètre cube à cause du basalte. L'épaisseur de la croûte continentale, d'abord le modèle d'isostasie. L'isostasie explique l'équilibre de la lithosphère rigide sur la sténosphère. C'est un principe de compensation de relief, un peu comme une poussée d'Archimède. Un excès de masse en surface va causer un déficit de masse en profondeur, alors qu'un déficit de masse en surface va causer un excès de masse en profondeur. L'épaisseur de la croûte continentale. Pour ce faire, pour déterminer l'épaisseur, les géologues vont utiliser différents indices d'épaississement. Nous avons d'abord les indices tectoniques qui se basent sur les différents mouvements des roches dans les chaînes de montagne. On a la racine cristale qui va jouer des rôles et on va trouver des plis et des failles inverses qui sont des déformations s'accompagnant d'un épaississement par empilement des roches et des chevauchements et des nappes de charriage qui se forment par des failles inverses et cela va causer un épaississement de la couche cristale. En plus de cela, nous avons des indices pétrographiques qui se basent donc sur la nature des roches. On retrouve dans les chaînes de montagne des roches métamorphiques. La roche métamorphique a vu sa composition minéralogique et sa structure changer suite à un épaississement de température et de pression, et c'est un épaississement de la croûte continentale. Exemple, nous avons le gneiss qui est une structure foliaire des minéraux, et l'émigmatique qui, suite à une anatexie du gneiss, qui est due à une anatexie du gneiss, et nous retrouvons des traces de fusion partielle. La présence de ces roches métamorphiques montre les conditions de formation différentes et donc un enfouissement de la couche continentale. L'âge de la croûte continentale. La croûte continentale a un âge qui est approximativement de 4 milliards d'années, tandis que la croûte océanique a un âge d'à peu près 200 millions d'années. On peut dater les roches de la croûte continentale grâce à la datation absolue, la radiochronologie qui s'appuie sur la concentration d'atomes dans les minéraux de la roche. On s'appuie sur les principes de décroissance radioactive des éléments instables. Et pour mesurer, on va faire un rapport mère témoin et fils témoin. Ici, nous allons utiliser le rubidium 87, le strontium 87 et le strontium 86. L'obtention de droite que l'on aura grâce à ces rapports va ensuite permettre de calculer l'âge grâce à une fonction logarithme. Ceci est la fin de la diapositive et nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Donc, pour conclure, la roche continentale est un domaine très riche et nous pouvons déterminer différentes évolutions qu'elle a connues grâce à l'analyse des différents indices.